Merci d'être là. Merci madame. Merci Patrick. Alors je vais commencer peut-être par poser quelques questions indiscrètes parce que tout le monde ne vous connaît pas. Toi Rada, tu es médecin, tu es gynécologue. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que chaque année, Jump soutient une cause. Et cette année, on a décidé de soutenir justement ce que tu es en train de faire du côté de Saint-Denis. C'est loin, Saint-Denis. Le place to be. Et est-ce qu'avant, tu peux nous faire part de ton parcours de femme médecin, gynécologue à l'hôpital? Comment ça t'est venu cette idée de faire ce métier? Ça m'est venu parce que j'ai voulu faire médecine d'abord, j'ai voulu faire médecine pour être pédiatre à rêver. Et puis quand on est étudiant médecin, on fait des stages, ça permet de voir différentes choses. Donc j'ai commencé par tomber un peu amoureuse de la chirurgie et ensuite j'ai fait un stage de gynécologie. Et j'ai trouvé que ce moment de l'accouchement était un moment absolument magique. Et je crois que c'est là que ma vocation est. Tu enlèves des bébés, mais pas que. Pas que, parce que devant chaque bébé, avant chaque bébé, il y a une femme. Et en fait, finalement, j'avais beaucoup de plaisir à écouter ces femmes. Ça fait 30 ans que je les écoute dans mon cabinet. Et je trouvais que c'était une relation particulièrement intéressante. Dans ton métier aujourd'hui, tu as toute une équipe autour de toi. Et ce qui vous rassemble quand même tous les deux sur ce thème-là, c'est votre bataille contre la violence faite aux femmes. Qu'est-ce qui a été différent pour toi quand tu es arrivé à Saint-Denis, on va dire dans un périmètre où tu as pu rencontrer ce type d'accompagnement face à la violence faite aux femmes? Ce qui était différent, c'était la quantité, parce que bon, quand on est gynécologue, évidemment, on accueille toutes sortes de femmes. Elles ont toutes des histoires spécifiques, des histoires touchantes. Et même quand on exerce dans les beaux quartiers, ce qui a été le cas pendant assez longtemps, on reçoit des femmes violentées, conjugalement, sexuellement, harcelées au travail, quel que soit leur niveau social. Donc ça, c'était pas nouveau. Ce qui était nouveau et spécifique à Saint-Denis, c'est que j'ai dans ma patientèle 100 nationalités, 140 dialectes et une immigration massive. Et là où c'est très différent, c'est que qui dit immigration dit pauvreté, dit errance, dit exclusion et dit pourcentage de violences tout à fait décuplé. Alors en m'intéressant aux violences, la première qu'on voit banalement à Saint-Denis, c'est l'excision. 15% des femmes qui accouchent chez nous sont excisées, donc c'était déjà un premier titre. Au-delà de la pauvreté, parce que aussi pauvreté dit malbouffe, qui dit malbouffe dit diabète, hypertension, grossesse compliquée, etc. Donc aussi c'est notre quotidien. Et ensuite, en creusant un peu le sujet des violences, on s'aperçoit que dans les pratiques traditionnelles néfastes, l'excision en est une, mais il y en a tout un tas, et je dirais, je ne sais pas si tu as d'autres data, mais peut-être 98% des pratiques traditionnelles néfastes touchent les femmes. J'en veux pour exemple le pied des girafes, le cou de femmes girafes, le fait d'engraisser les filles pour les marier parce qu'elles sont plus rondes, plus belles, plus avenantes, les viras, épouser son beau-frère quand son mari meurt. Enfin, il y en a des tonnes, je crois qu'il y a un religieux musulman qui en a recensé 70. Et elles concernent principalement des femmes. Donc je pense que c'est un sujet qu'on concerne très massivement. Combien tu fais d'accouchements par an en Saint-Denis? 4300. 4300, moi toute seule. C'est une grosse maternité, voilà. Et est-ce que tu peux nous dire comment, justement, est apparue cette idée de la maison des femmes que tu portes aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous raconter d'ailleurs ce projet et comment ce projet est né? Ce projet est né parce que j'avais la nette impression que consulter à l'hôpital, ça demandait déjà cette idée de rentrer dans une institution qui n'était pas forcément donnée à toutes les femmes. Donc je me suis dit, il faut ouvrir l'hôpital sur la ville un peu mieux et du coup construire un n'importe quoi, c'est devenu la maison des femmes, quelque chose, voilà, vous l'avez là, à l'entrée de l'hôpital où les femmes pourraient rentrer simplement en poussant la porte, sans passer par tout le truc administratif, l'ordinateur, les papiers, tout ça, pour dire j'ai un problème. Voilà, je suis une femme, j'ai un problème, et ce problème étant
je suis enceinte et j'en veux pas, ou bien il va me répudier parce que je suis enceinte, ou bien je suis excisée et j'ai mal, ou je veux qu'on me répare, ou il m'a battue, il m'a violée, etc. Parce que, aussi dans ma consultation, j'ai toutes sortes de femmes. Là, le mois dernier, j'ai eu à m'occuper d'une femme avocate, violée sur son lieu de travail, qui n'avait pas pu en parler, et qui était enceinte de 6 mois et demi, et qui m'est arrivée comme ça, et il fallait faire quelque chose. Et donc, il faut tout un tissu associatif, il faut des liens avec le commissariat, il faut des psychologues, il faut du monde. Et donc, ce petit monde-là, je vais le mettre dans ma petite maison. Je le mets dans ta petite maison. Alors, comment tu fais pour faire ça? Je fais la manche. En fait, ouais, je me prostitue un peu, c'est-à-dire que, en tout bien tout honneur, l'hôpital c'est très pauvre. Hein, je suis frappée par le contraste entre le monde dans lequel vous évoluez et le monde dans lequel j'évolue, évidemment, qui n'a rien à voir. Et l'hôpital n'a pas un radis, c'est une rengaine, économie. Donc quand j'ai voulu construire ma petite maison, ma directrice m'a dit « Vous êtes bien mignonne, c'est un très beau projet, mais il va falloir vous débrouiller ». Et donc j'ai commencé à regarder un peu sur Internet, parce que je n'y connaissais rien, le monde des fondations. Et j'ai découvert que beaucoup de fondations, en fait, s'occupaient de violences faites aux femmes, à commencer par Kering. Kering, donc, c'est François Pinault. Et pour des raisons personnelles sur lesquelles, je ne sais pas le fond de l'affaire, mais à titre individuel, il est très personnellement concerné par les violences faites aux femmes, y compris, m'a dit la présidente de la fondation, dans des milieux où il évolue. Et donc, il a dédié sa fondation Kering, qui vient de Care, c'est un jeu de mots avec le breton, et prendre soin, aux violences faites aux femmes. Et donc Kering est très impliqué en Afrique sur les mutilations, sur les réinsertions professionnelles des femmes, etc. Donc, ça a été mon premier contact. Et l'argent appelant l'argent, le succès appelant le succès, je suis allée de fondation en fondation pour toucher Raja, autre fondation très impliquée, elle, L'Oréal, pièces chaudes, vente privée, etc. Et je continue. Tu as besoin encore de fonds? S'il vous plaît. Donc voilà, l'appel est lancé. En tout cas, parce que quand tu me disais, quand on préparait cet entretien, que le sol du terrain que vous avez récupéré était un peu pollué, qu'il fallait engager des travaux de dépollution avant la construction de la maison. Donc évidemment, ce n'était pas prévu dans vos budgets, donc vous avez encore besoin d'avoir un peu d'argent sur ça. Donc on fait appel à vos fondations d'entreprise. Si vous n'êtes pas encore partenaire de la Maison des Femmes, surtout n'hésitez pas à aller voir Rada. Merci Rada. Alors Patrick, toi, ton engagement, tu es quand même un des rares hommes que je connaisse qui soit aussi engagé pour la cause des femmes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce sujet t'intéresse en tant qu'homme? C'est très difficile de répondre à cette question. Je ne suis pas sûr que la question des femmes m'intéresse particulièrement. Ce qui me hante, c'est l'injustice. Et il se fait que dans ce monde-là, une des injustices, et c'est pas la seule qui m'intéresse d'ailleurs, c'est effectivement celle qui touche les femmes. Après un certain nombre de films et de livres maintenant, je me rends compte que ce qui m'empêche de dormir et qui me nourrit dans mon travail, ce sont les rapports de domination où je suis dans le camp des dominants. Alors si vous regardez, je suis un homme, je suis blanc, j'appartiens, même si je ne suis pas né du tout, à une classe sociale plutôt à l'aise, plutôt instruite, je ne suis pas en situation de handicap, et je pourrais continuer, je suis hétérosexuel, et je pourrais continuer comme ça à égrener ce qui fait que je suis au centre d'un système concentrique de privilèges. Privilèges qui sont particulièrement injustes, puisque je n'ai évidemment aucun mérite d'être né, ni homme, ni blanc, ni tout le reste. Et pour des raisons qui m'échappent, personnelles, biographiques, j'en sais rien, voilà, c'est ça qui m'empêche de faire autre chose que ça, c'est comme ça qu'il faut le dire. Tu dis dans ton livre, alors je vous conseille d'ailleurs de passer sur la librairie pour acheter ce petit livre dont tu es l'auteur de l'édition Belin et d'Égal à Égal. Les hommes veulent-ils l'égalité? C'est une vraie question. Ça se lit, je regardais le nombre de pages, il y a 70 pages, donc ça se lit très vite. Tu dis dans ton livre que le progrès reste lent pour toute femme qui constate l'évolution au quotidien. Et comment est-ce que tu fais pour parler de ce sujet à d'autres hommes, puisque tu as quand même engagé des actions au sein d'une association qui s'appelle Zéro Manchot. Comment est-ce que tu fais pour engager d'autres hommes? Est-ce que tu sens que c'est possible en tout cas d'en parler entre hommes de ce sujet? C'est extrêmement difficile, c'est quasiment impossible. Voilà. C'est quasiment impossible pour une raison très simple, c'est que nous bénéficions de privilèges, et dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu un groupe dominant qui
qui bénéficient d'autant de privilèges depuis 200 000 ans, se lever un matin et dire à ceux qui n'ont pas ces privilèges, en l'occurrence à celles qui n'ont pas ces privilèges, mais excusez-vous, ça fait 200 000 ans qu'on s'est trompé, mais allez-y, prenez la place, prenez la moitié de la place. Ça ne se passe pas comme ça. Donc il y a toutes sortes de stratégies, et moi ce qui m'intéresse, c'est pas de répéter ce que disent les féministes, elles le disent depuis longtemps et mieux que moi, c'est d'essayer d'analyser en tant qu'homme comment je peux essayer de nourrir la réflexion, et notamment en observant moi-même, parce que je suis pas un type bien, je suis pas un type différent des autres. Je viens d'ailleurs de très loin. Quand j'avais 20 ou 25 ans, je pensais que les femmes et les hommes étaient très différents, que chacun devait être à sa place, et qu'après tout, les femmes à la cuisine, c'était pas si mal. Mais je venais de cette éducation-là. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de révéler ce système-là avec mes propres failles, parce qu'encore une fois, je ne suis pas différent des autres, et de montrer comment nous avons des stratégies conscientes et parfois inconscientes pour conserver nos privilèges. Alors, il y en a des petites que vous connaissez toutes. Vous savez, quand il y a une vaisselle, on doit faire la tâche ménagère, c'est un grand sujet qui est très important. Il y a une petite vaisselle qu'on doit faire, et c'est au tour de l'homme à faire la vaisselle, et alors on se dit, oh, je la ferai dans 20 minutes, parce que là j'ai un truc plus important à faire, et on sait très bien que dans les 20 minutes qui vont s'écouler, il y a deux petites mains qui vont passer par là, qui vont quand même la faire, parce que cette vaisselle qui traîne, ça commence à bien faire. Et voilà, vous voyez, ça vous fait rire, on a vu, vous connaissez ce truc. Et bien nous aussi, c'est-à-dire que ça fait partie, évidemment là c'est une petite chose qui semble sans grande conséquence. En réalité, c'est à tous les niveaux de la vie que nous avons des stratégies, conscientes et inconscientes, pour conserver nos privilèges, parce que vous, mais moi je ne sais pas ce que c'est que d'expérimenter ce monde-là en tant que femme. J'en ai aucune idée. Alors j'en ai une idée théorique, mais par exemple, l'idée de la peur de l'agression sexuelle, je ne sais pas ce que ça veut dire. Conceptuellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. La peur du harcèlement dans l'espace public, je sais que ça existe, je ne connais pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais vous, en tant que femme, vous n'avez non plus aucune idée de ce que c'est qu'expérimenter ce monde-là en tant qu'homme. Et je pense que si vous le saviez, vous sortiriez les armes. Parce que vous n'imaginez pas à quel point ce monde-là en tant qu'homme, il est confortable. Et moi, le travail que j'essaie de faire en tant que dominant sur ce sujet-là, comme sur d'autres qui m'empêchent de dormir tout autant, la prison par exemple, c'est quelque chose qui me rend beaucoup, c'est d'essayer de révéler d'où là où je suis, des petites choses, et puis bon, c'est microscopique, hein, mais voilà, d'être un petit catalyseur dans ce système qui est en train de changer, évidemment, à hauteur de l'histoire de l'humanité, à une très grande vitesse, à hauteur de l'histoire d'une vie de manière très lente. Tu sais, il y a une question qui revient souvent au sujet de la virilité, que tu abordes d'ailleurs dans ton livre, et tu dis le féminisme est souvent perçu comme une remise en cause ou une négation de la virilité, de la masculinité. Et est-ce que c'est quelque chose que vous abordez aussi quand vous faites des débats au sein de ton association? Alors, l'association... C'est souvent une question qu'on nous pose. Oui, alors moi j'ai un point de vue très clair là-dessus. Mais beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec ça, mais c'est pas grave. D'abord, l'association Zéro Macho, c'est une association qui est née à la demande d'une féministe, assez connue, Florence Moreno, qui nous a demandé à quelques-uns de ses amis de nous unir pour parler de la prostitution, parce que nous étions des hommes abolitionnistes, en tant qu'hommes avec des arguments masculins, en disant oui, c'est un privilège masculin, 100% des clients sont des hommes, c'est un privilège pour les hommes, la prostitution, d'ailleurs ça a été inventé pour ça. C'est une histoire d'hommes, et les femmes à l'époque d'ailleurs n'étaient que des biens mobiliers, hein, pour s'échanger, qu'on louait, etc. Et en tant qu'homme, on doit avoir une parole politique qui consiste à dire non, ce n'est pas juste. Donc l'association, elle travaille là-dessus, et puis maintenant elle travaille sur les questions d'égalité. La question de la remise en question de la virilité, mais oui, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire la masculinité et la féminité? Alors, soit on parle du point de vue biologique, et là on va être d'accord tout de suite, c'est-à-dire que les femmes ont des ovaires, les hommes ont les testicules, les femmes peuvent porter des enfants, les hommes pas, etc. Bon, quand on a dit ça, on a parlé du plan biologique, qui est important évidemment, mais c'est une chose. Si on est là pour parler aujourd'hui, et vous vous intéressez à la question d'égalité professionnelle, c'est pour parler de l'aspect culturel des choses. S'il y a une inégalité sociale aujourd'hui entre les femmes et les hommes, c'est pour des raisons culturelles, c'est une construction. Et la construction, c'est quoi? C'est l'idée que tous nos concepts, et là je vous renvoie à Françoise Héritier et d'autres, tous nos concepts sont organisés sur deux pôles, le masculin et le féminin. Le haut, le bas, le chaud, le froid, le dedans, le dehors sont organisés selon des pôles masculins et féminins. Tous les objets, en français c'est très clair, tous les objets, la table, le tabouret, tout a un genre. Et ces pôles sont organisés de manière hiérarchique. Donc la masculinité, c'est la caractéristique de ce qui appartient au pôle hiérarchiquement supérieur. La féminité, ce sont les caractéristiques du pôle considéré comme inférieur. Ça n'a rien de naturel, la féminité et la masculinité. Ça n'a rien de biologique sur le plan social. Donc, effectivement, s'attaquer à la hiérarchie, c'est s'attaquer à la masculinité et à la féminité, oui. Et alors, moi je l'accepte comme tel, je pense que c'est quand on dit qu'il faut de l'égalité salariale, de l'égalité professionnelle, eh bien on remet en question
l'histoire de la répartition des tâches, qui a toujours été une répartition sexuée des tâches. On remet ça en question, on remet en question ce qu'est le masculin, ce qu'est le féminin. Il ne faut pas en avoir peur, au contraire, c'est formidable. C'est un changement merveilleux. Merci Patrick. Alors, est-ce que tous les deux, quand vous réfléchissez à cette question-là, et quand vous êtes confrontés comme toi, Rada, à ce type de situation de ces femmes qui ont besoin d'être aidées, mais pas d'être aidées avec des barrières, d'être aidées dans la liberté, justement, d'avoir accès à ces aides que tu leur proposes, est-ce que tu penses que les femmes peuvent aussi avoir un rôle à jouer dans l'éducation de leurs fils sur ce sujet, puisqu'on est quand même sur aussi un sujet de société? Qu'est-ce qu'elles te disent, ces femmes-là, par rapport à ça? Et toi, en tant que maman, d'ailleurs? Ce que disent les femmes, en tout cas les femmes dont je m'occupe, leur idée, c'est la prévention vis-à-vis de leurs petites filles de ce qu'elles ont vécu. Parce que ça paraît tout à fait fou qu'une mère emmène sa fille se faire exciser. Ça paraît tout à fait fou, je ne sais pas si vous avez vu l'article d'Annick Cogent dans Le Monde de lundi, qu'une mère emmène sa fille se faire épouser par un vieux barbon quand elle a 12 ans et qu'il en a 75. Et pourtant, ces femmes le font. Donc je pense qu'il y a un travail éducatif aussi auprès de ces femmes pour leur expliquer qu'il faut lâcher certaines traditions parce qu'elles sont vraiment néfastes. Après, pour ce qui me concerne, je pense que nous avons un rôle à jouer dans notre éducation et que peut-être nous ne l'assumons pas très bien. J'en parlais avec Annie, ça l'avait amusé, mais c'est vrai que j'ai tendance à aller faire la vaisselle avant les 20 minutes et beaucoup d'autres choses. Et ce que mes enfants me reprochent très clairement en disant bon, t'as un discours féministe, t'es bien rigolote, mais à la maison, c'est pas tout à fait ça. Et je leur réponds, à la maison, j'ai envie que ça roule. Et je crois que notre désir que ça roule, que ça soit serein, nous piège. Comment tu Est-ce que tu penses quand même, je reviens sur le sujet de l'éducation, est-ce que tu penses que cette éducation pourrait favoriser la prise de conscience d'une nouvelle génération d'hommes? Oui, non, je ne suis pas sûr que la question se pose comme ça. Le système de la domination masculine, c'est un principe récursif, c'est-à-dire que c'est la question de la poule et l'œuf. Pourquoi on ne donne pas une éducation égalitaire aux enfants à l'école? On ne donne pas une éducation égalitaire aux enfants à l'école parce qu'on vit dans une société qui est inégalitaire. Donc c'est logique. Et pourquoi on vit dans une société inégalitaire? Parce qu'on a été éduqué dès l'école à une situation inégalitaire. Donc ce qu'on espère, c'est une main magique avec une paire de ciseaux qui tombe du ciel et qui coupe le fil. Et ça ne se produit pas. Voilà pourquoi c'est si compliqué à remettre en question. Ça veut dire que là où on peut, partout où on le peut, il faut être chacun et chacune des petits catalyseurs de ce changement, et sans essayer d'être parfaite. Un peu vigilant. Et plus que vigilant, parce que le problème c'est que la force qui maintient le système dans sa cohérence, elle est gigantesque. Donc pour faire exploser ça, il faut une force beaucoup plus importante. Et je pense que cette force-là, elle ne vient pas nécessairement que du combat pour l'égalité, elle vient aussi, c'est ce qu'on appelle les qualités émergentes. Ça vient de plein de transformations sociales qui font qu'à un certain moment, il y a des transformations aussi qui n'étaient pas prévues, qui n'étaient pas voulues, dans les relations entre les femmes et les hommes. Pourquoi est-ce au XXe siècle que tout à coup il y a un mouvement des femmes qui est en train de tout balayer, tout chambouler? Pourquoi au XXe siècle? 200 ans avant, les femmes étaient moins intelligentes, elles étaient moins dominées? Non. Mais il y avait une structure sociale qui ne le permettait pas. Et tout à coup, il y a un changement qui fait que... et je pense que, par exemple, là, je sais que je m'adresse à des représentants d'entreprise, je pense que pour l'entreprise, c'est un bon vecteur de changement, de se dire... Le monde change, aujourd'hui en plus il change à une vitesse inouïe. Tous les 5 ans on voit très bien qu'il y a des changements colossaux. Une entreprise qui n'accepterait pas, même en dehors des raisons éthiques que moi je défends, en dehors surtout des raisons de rentabilité, etc., qui me semblent très cyniques, simplement de se dire le monde change et il faut absolument qu'on change très vite, sinon on va ressembler à une association de notaires du 19e siècle. Je pense que c'est un bon moteur pour dire que l'entreprise, il faut qu'elle, sur ce thème-là, comme sur d'autres, il faut qu'elle change très très vite. Alors est-ce que c'est pour ça que tu as travaillé très récemment sur un projet qui s'appelle la Charte des droits humains? Est-ce que la déclaration des droits humains. Oui. Tu peux nous expliquer ce que c'est ce projet? Alors on a une idée justement avec le mouvement Zéro Macho, donc qui rassemble plus de 3000 hommes dans 53 pays, et qui au départ, travaillant sur la question de la prostitution et de l'égalité, on s'est dit, en France, il y a un texte symbolique avec une image symbolique, je ne sais pas si on va la voir, qui est la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Alors, cette déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est une déclaration des droits de l'homme au sens masculin. Est-ce que la régie peut nous mettre... voilà. Voilà, voilà. Alors, ça, c'est pas ça, ça, c'est la nouvelle. Alors, je vais vous expliquer la différence. Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'était une déclaration qui ne touchait pas ni les femmes ni les esclaves, puisque l'esclavage n'était pas encore aboli.
dans toutes les langues, c'était le cas, ces droits de l'homme masculin sont devenus des droits aussi pour les femmes. Et dans toutes les langues se sont adaptés. Ils sont passés de right of man à human's right, dans toutes les langues. En anglais, en russe, en allemand, en néerlandais, en portugais, en italien, toutes les langues, y compris le français du Canada, du Québec, puisque là-bas on dit le droit de la personne. Et la France, et la Belgique francophone, ont décidé, je parlais de défense des privilèges, alors là c'est un privilège symbolique, défense des privilèges symboliques, non, il ne faut pas y toucher, d'ailleurs c'est homme avec une majuscule. Vous pouvez vérifier d'un point de vue grammatical, c'est absolument faux. Il n'y a aucune grammaire en langue française qui reconnaît ce H majuscule dans cet emploi-là. Dans d'autres emplois, oui, mais jamais dans celui-là. Et donc on s'est dit, mais en tant qu'homme, on devrait faire un geste symbolique et de dire, on va rééditer ce texte, qui est un texte évidemment très important et très beau, même si moi j'adhère pas à tous les articles, mais c'est pas grave. Et on va modifier l'image aussi. Alors ça, c'est la fameuse peinture qui a été faite à l'époque. Et à gauche, il y avait une représentation de la monarchie. On s'est dit, bon, la monarchie, évidemment, c'est voté en présence du roi. On va effacer la monarchie, on va mettre un homme à la place. On a choisi, je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est Adam, hein, qui normalement tend le doigt vers celui de Dieu. On lui a mis dedans, dans les mains, un symbole d'égalité qui est le niveau à bulle. Et puis on s'est dit, un homme nu, c'est intéressant parce qu'en fait, dans toutes les représentations stéréotypées, les femmes sont beaucoup plus dénudées. Hein, il y a des études qui ont mesuré les centimètres carrés de peau des femmes et d'hommes dans les affiches, dans les magazines, etc. Un homme nu et une femme habillée, ça nous convient totalement. Et on a donc changé le titre qui est Déclaration des droits humains des citoyennes et des citoyens. Et le texte a été modifié, c'est le même texte. On a ajouté un petit paragraphe qui fait mention de la déclaration de Olympe de Gouges. Et puis le reste, c'est le même texte, mais qui est mixte. Et donc on a chaque fois trouvé des formules qui soient jolies pour ne pas alourdir, mais pour que le texte soit parfaitement mixte. Et puis il n'y a pas longtemps, on a organisé une cérémonie à l'Assemblée nationale avec la vice-présidente de l'Assemblée, des députés, des sénatrices. Et voilà, pour dire ça, c'est un travail symbolique. Ça ne changera rien dans la vie d'aucune femme, mais on s'est dit voilà, c'est une petite pierre qu'on met dans... Faire prendre conscience au monde. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. C'était vraiment sympa.